Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence qui s'intitule « Santé mentale tous concernés », qui vous est proposée par votre mutuelle Unéo. Moi, je suis Sophie Thimon, je suis formatrice au premier secours en santé mentale et responsable de projet pour la Mutualité française. Donc peut-être pour vous en dire plus, la Mutualité française, c'est une fédération de mutuelles dont Unéo fait partie. C'est pour cette raison qu'ils nous ont sollicités et je les remercie pour leur confiance. Donc, nous allons parler pendant 1 heure de santé mentale. On peut ne pas se sentir concerné, on peut croire qu'elle ne concerne que les personnes qui sont pathologiquement malades. On peut croire qu'on peut rien y faire et finalement, c'est pas très clair, cette notion de santé mentale. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'objectif pendant l'heure que nous allons passer ensemble, ça va être de clarifier cette notion, de pouvoir peut-être répondre à vos questions. Voilà, l'idée c'est que à l'issue de ce temps, moi l'objectif c'est que je puisse vous présenter, de vous présenter les concepts. Bien évidemment, l'idée ensuite c'est que vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure et bien évidemment, après, je prendrai le temps. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont déjà adressé des questions en amont. Donc, bien évidemment, je prendrai ce temps-là aussi pour y répondre. Et vous allez voir qu'à un moment, je vais venir vous solliciter via un sondage, mais on y reviendra. Voilà, l'idée, c'est que aussi vous puissiez participer, même si on est en format dématérialisé. Bien évidemment, l'idée, c'est que chacun puisse se questionner. En tout cas, merci à tous pour votre participation. J'espère que d'un point de vue technique, je vais regarder les questions maintenant. D'un point de vue technique, donc j'espère que vous me voyez bien, que vous voyez bien le vidéoprojecteur. Je vois qu'il y a déjà une première question et je peux y répondre tout de suite concernant la vidéo sera-t-il disponible ultérieurement? Oui, bien évidemment. Unéo vous mettra à disposition un replay, donc vous pourrez revoir si vous devez nous quitter au cours de cette session, parce que je sais qu'il y en a qui se sont excusés, donc pas de souci sur ça. Non, on ne pourra pas vous voir et vous entendre. On a une question à ce sujet. Par contre, bien évidemment, vous pouvez me solliciter via ce fil-là de discussion. Donc, voilà, nous allons pouvoir démarrer. Donc, nous avons fait notre introduction. Hop, j'espère que tout va bien sur l'écran. Avant de démarrer, j'aimerais que chacun puisse se poser une première question de comment vous vous sentez là cet après-midi, en ce début, enfin entre ce midi, cette fin de matinée et ce début d'après-midi, cette fin de semaine. Voilà, l'idée c'est de s'arrêter chacun un moment pour se dire voilà comment je me sens, comment je suis. C'est important régulièrement de pouvoir se poser ces questions. Donc voilà, l'idée c'est que vous allez voir, je vais y revenir. C'est pas neutre que je vous pose cette question en début d'intervention. Donc voilà, je vous laisse chacun choisir si parmi ces petits smileys, il y en a un qui pourrait correspondre à votre état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question en vous demandant quand je vous dis santé, à quoi ça vous fait penser? La santé pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est plutôt la maladie? Est-ce que c'est plutôt le bien-être physique, mental? Voilà, l'idée, c'est de reprendre un petit peu cette définition. Avant de parler de santé mentale, je trouvais que c'était essentiel qu'on puisse parler de cette définition de la santé. Et comme nous le dit l'Organisation mondiale de la santé, la santé, c'est un état de bien-être, un complet bien-être physique, mental, social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est vrai que lorsqu'on parle de santé, on pense d'abord à la santé physique, très souvent. C'est la santé physique qui arrive, et on oublie que la santé mentale, elle fait complètement partie de cette définition qui est celle de la santé. Alors que, bien évidemment, elle est tout aussi importante en termes de bien-être. Voilà, la santé. Maintenant, quand on parle de santé mentale, voilà, à quoi ça vous fait penser? À chaque fois, je vais venir vous solliciter. L'idée, c'est que chacun, derrière son écran, puisse se questionner. C'est vrai qu'elle peut être définie de plusieurs manières, la santé mentale. Il y a certaines définitions qui vont plutôt mettre l'accent sur le bien-être psychologique, alors que d'autres vont plutôt nommer l'absence de troubles psychiques. On va y revenir. En tout cas, celle que je vous propose, c'est celle toujours de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que le bien-être mental, c'est une composante essentielle de la définition de la santé que donne l'OMS, donc ce qu'on vient de se dire. Et une bonne santé mentale permet aux individus de se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie
accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Vous voyez? Donc, finalement, il y a un vrai rapprochement entre la santé et la santé mentale parce que, comme elle nous dit l'OMS, pas de santé sans santé mentale. Ça, c'est vraiment voilà une chose qui est en équilibre et c'est essentiel de partir de ce concept. Nous, on définit la santé mentale sur un continuum en se disant que il y a ce continuum donc entre la santé mentale fragile et la bonne santé mentale de l'autre. Et on peut considérer que la santé mentale, une personne va naviguer dans cette santé mentale d'un côté et de l'autre. Donc, ça peut se passer sur une journée, ça peut se passer sur une semaine où on va venir naviguer entre ces deux côtés. On va tirer de l'autre ou d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est OK, en fait. Je pense que tout à chacun, vous comme moi, on a tous vécu, je vais vous donner un exemple très concret, le blues du dimanche soir. Chacun d'entre nous, on peut se dire, oh là là, j'ai pas envie de retourner au travail lundi, c'est difficile, vous n'avez pas envie. Et ça, c'est OK, en fait. Ça, c'est plutôt une santé mentale plus fragile, c'est plus difficile. Bien évidemment, on est tous traversés aussi par des événements heureux ou moins heureux qui peuvent bien évidemment nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et voilà, tout ça, ça veut dire que c'est OK, tout va bien, on a une santé mentale qui vacille sur ce continuum. Donc, en partant de cette définition, maintenant, vous devez vous demander, OK, donc qu'est-ce que c'est qu'un trouble psychique? Donc, il existe une profusion de termes pour utiliser le terme trouble psychique. J'imagine que vous en connaissez, j'imagine que peut-être vous en utilisez ou que vous en entendez à la radio, à la télévision, dans les journaux. Quand on parle de troubles psychiques, on peut, donc, dans le langage familier, j'imagine que vous pourriez me dire, si vous étiez en face de moi, un malade mental, un fou, un toqué, un timbré, un détraqué. Voilà, il existe une quantité de termes comme ça, plutôt familiers, qui va favoriser la stigmatisation. Et ils ne devraient pas être employés parce que finalement, ces termes ne vont pas nous dire beaucoup sur ce que vivre et ce que traverse cette personne. Donc, comment définir et comment expliquer ce que c'est qu'un trouble psychique? Un trouble psychique, il se caractérise par trois principaux critères. Le premier, c'est la question de l'intensité. À partir du moment où ça va venir entraîner des changements majeurs de la pensée, des émotions ou d'un comportement. L'autre point, c'est l'impact. À partir du moment où ça va venir altérer le fonctionnement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire de pouvoir faire ses activités quotidiennes. Si vous faites du sport, si vous aimez aller marcher dans la forêt, si vous aimez plein d'activités. Si à partir du moment où ça vient impacter vos activités, ou même bien évidemment la première activité, aller au travail, voilà, là c'est à partir de ce moment-là où on peut avoir des lumières rouges qui s'allument. Et la dernière, c'est la durée. À partir du moment où ça perdure dans le temps, donc c'est-à-dire plus de 15 jours, voilà. C'est à partir de ce moment-là où on peut basculer dans un trouble psychique. Donc, quels sont-ils? Ça peut être la question que vous me posez. Les trois troubles psychiques les plus fréquents. Donc, là, on parle vraiment ce qu'on va retrouver le plus. Je vais vous donner les trois. Donc, qui est le trouble anxieux, le trouble dépressif et le trouble lié à l'utilisation de substances. Pour vous donner quelques chiffres, le trouble anxieux, alors les chiffres que je vais vous donner, on est sur des chiffres d'une étude européenne. C'est même plus que européen parce qu'on est sur 27 pays plus la Suisse, l'Islande et la Norvège. Et ça concerne une population entre 16 et 65 ans. Pour les troubles anxieux, ça concerne aujourd'hui 14% de la population. Et mesdames, malheureusement, nous les femmes, on présente 2 fois plus de troubles anxieux que les hommes. On pourrait y revenir, on pourrait expliquer pourquoi. Voilà, donc et peut-être de préciser ces chiffres, c'est pas sur toute la vie, c'est vraiment sur une année, Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir les fixer sur une année. Donc 14% sont touchés par un trouble anxieux. Concernant la dépression, aujourd'hui ça concerne 6,9%. Et les troubles liés à l'utilisation de substances, donc peut-être pour vous préciser, quand on parle de substances, ce sont l'alcool, le cannabis
et les opioïdes. Donc, les opioïdes, ce sont entre autres l'héroïne. Et donc là, on est sur 4,6% des personnes qui vivent avec un trouble lié à l'utilisation de substances. C'est vrai que ces chiffres peuvent être surprenants. Peut-être que si je vous avais posé la question, voilà, en première intention, peut-être que vous auriez pu me dire plus, vous auriez pu imaginer, ou peut-être moins. En tout cas, voilà, c'est vrai que ce sont des chiffres, mais au moins ils ont le mérite de nous donner une photographie et de permettre de savoir un petit peu ce que ça représente. Bien évidemment, il y en a d'autres. Si ça fait partie de vos questions, on pourra bien évidemment y revenir. Voilà, là c'était une première partie plutôt pour réintroduire, redéfinir. Peut-être que c'est des choses qui étaient assez claires pour vous, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir faire une introduction assez rapide. Maintenant, j'aimerais vous solliciter. Je vais vous proposer 4 affirmations. À chaque fois, je vais vous demander de vous poser vous-même la question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord ou vous ne savez pas? Bien évidemment, on a le droit de ne pas savoir et c'est tout à fait OK. L'idée, bien évidemment, ça va être de revenir sur des représentations. Alors, la première, je vous la propose, c'est plutôt un exercice. Hein. L'idée, là, c'est de se mettre en route. Donc, les problèmes de santé mentale ne me concernent pas. Là, je vais vous proposer, donc je vais ouvrir, vous allez normalement voir apparaître sur votre écran une petite fenêtre. Et là, je vais vous demander quelques instants pour réfléchir. Et bien évidemment, vous pouvez cliquer de manière très spontanée, parce que l'idée, hein, voilà, c'est de réagir de manière spontanée. Alors, je vois que vous êtes plutôt partagés. Je vous laisse encore un petit peu de temps, le temps que chacun puisse cliquer. Et je vais vous partager les résultats. Hein, bien évidemment, c'est plus qu'on puisse les regarder ensemble et ensuite qu'on puisse bien évidemment les commenter. Voilà, je vois que les résultats avancent encore. Donc, vous êtes plutôt partagés. Je vous laisse encore, je vois que ça monte. Bon, je vous propose d'arrêter, OK? Donc, je mets fin au sondage. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu le temps de cliquer. Je partage les résultats. Et donc, vous pouvez constater comme moi que vous êtes 12% à répondre d'accord, 79% à répondre pas d'accord et vous êtes 8% à ne pas savoir. Donc, vous êtes une majorité quand même à avoir répondu pas d'accord. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que une personne sur 4 est concernée. Tout le monde peut être touché de près ou de loin. Donc, une personne sur 4, on est vraiment sur des chiffres qui sont en lien avec ce que j'ai pu vous dire précédemment. Donc, là, vous entendez bien qu'aucune famille n'est à l'abri d'un problème de santé mentale. Donc, qu'il soit donc la dépression, comme j'ai pu vous le nommer, l'anxiété, les addictions. Il y en a d'autres, hein, tout ce qui est les troubles psychotiques, qui peut être la schizophrénie. Chez les jeunes, on peut avoir plutôt des troubles liés alimentaires, donc tout ce qui va être anorexie, boulimie. Et donc voilà, l'Organisation mondiale de la santé nous dit bien que les troubles mentaux concernent environ une personne sur 4 dans le monde. Donc là, on est vraiment dans le monde et vraiment, peu importe quelle culture, voilà, quel patrimoine on a, c'est une personne sur 4. Voilà, donc là, c'était une première approche. Je vous en propose une seconde, qui est la seule façon de soigner les maladies mentales, c'est l'hospitalisation et les médicaments. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation? Ou est-ce que vous ne savez pas? Donc là, je vous lance le sondage. Donc l'idée, c'est de faire le même exercice, que vous puissiez vous-même vous poser cette question. La seule façon de soigner les maladies mentales, c'est l'hospitalisation et les médicaments. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Alors, vous êtes beaucoup plus rapide sur cette deuxième affirmation. Donc, je vous laisse encore quelques petits instants. Vous êtes nombreux à réagir et à participer. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'on se laisse encore un peu de temps? Je vois que ça continue à bouger, donc je ne voudrais pas vous frustrer. Allez, je vous propose de partager les résultats. Donc, vous êtes une grande majorité parce que c'est 93%, hop, je vous partage les résultats, 93%, vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation. Vous êtes 2% à dire pas d'accord et 5% ne sait pas.
Donc, qu'est-ce qu'on vient dire ici? La seule façon de soigner les maladies mentales, c'est l'hospitalisation ou les médicaments. Donc, finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que les soins psychiques sont délivrés en majorité en dehors de l'hôpital, en ambulatoire. En ambulatoire, ça veut dire sans hospitalisation. Donc, tout ce qui va être psychothérapie, médicaments, entraide, soutien social, le soutien social, donc comme on nous dit, familial, amical ou professionnel, peuvent aider les personnes à aller mieux. Donc, moi, ce que je peux vous rajouter à ça, c'est que le taux de recours aux soins est 5 fois plus élevé que le taux de recours aux hospitalisations. La très grande majorité des personnes qui sont suivies en psychiatrie ne sont jamais hospitalisées, mais soignées à domicile ou en ville. Voilà. Et qu'il existe un certain nombre de soutiens comme ce que j'ai pu vous nommer. Donc, vous étiez en majorité d'accord. Voilà. Une suivante, encore deux. Je vous remercie de continuer à participer. Donc, une autre affirmation. Quand on a des problèmes de santé mentale, c'est pour la vie, on ne peut pas guérir. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation? Donc, pareil, je vous laisse quelques petits instants pour pouvoir cliquer sur ce dont vous pensez. Merci à vous de vous prêter au jeu. Alors, vous êtes plus nombreux à ne pas savoir. Je vous laisse encore quelques petits instants parce que oui, moi, je vois les résultats avant vous. Allez, je vous propose de mettre fin au sondage. Merci à ceux qui participent et qui jouent le jeu. Donc, je vous partage les résultats. Vous êtes 8% à me dire d'accord, 83% pas d'accord et 8% vous ne savez pas. Hop. Donc, là, ce qu'on peut se dire, c'est que il est possible d'aller mieux, de se rétablir d'un trouble psychique. Se rétablir signifie être capable de vivre, de travailler, d'apprendre et de participer à la vie sociale malgré la persistance d'éventuels symptômes ou après leur disparition. Donc là, clairement, on parle de la question du rétablissement. Voilà. Là, du rétablissement, ça veut dire de vivre avec sa maladie, comme on peut vivre avec un diabète. Donc là, on peut être sur l'éducation thérapeutique du patient. Ça veut dire d'apprendre à vivre avec sa maladie. Mais il est tout à fait possible de vivre avec une maladie psychique. Ça, c'est tout à fait possible. OK. La dernière, et bien évidemment, on va revenir sur tout ça. Merci de répondre à la dernière. Donc, cette affirmation qui nous dit, même si on ne va pas bien de temps en temps, cela ne veut pas dire qu'on a des problèmes psy. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation? Même si on ne va pas bien de temps en temps, cela ne veut pas dire qu'on a des problèmes psy. Est-ce que c'est d'accord ou est-ce que c'est pas d'accord? Merci de vous prêter de nouveau et c'est la dernière que je vous propose. Vous êtes nombreux à participer. Bon, je vais peut-être faire des frustrés. Je vois que ça continue à augmenter, mais l'idée, c'est qu'on puisse partager. Surtout, vous êtes une majorité. Donc, je vous propose de mettre fin au sondage, de vous partager les résultats. Donc, comme vous pouvez le constater comme moi, 82% vous êtes d'accord avec cette affirmation, 10% qui n'est pas d'accord et 8% vous ne savez pas. Donc, hop, je ferme le partage. Ce qu'il faut savoir et ce qui est essentiel, et je pense que c'est vraiment l'objectif de mon message, c'est vraiment de diagnostic. S'il y a un diagnostic ou s'il n'y a pas de diagnostic, une souffrance psychique doit être entendue. En parler, c'est déjà aller mieux. Il est tout à fait possible. Donc ça, si je reprends ce qu'on a pu se dire en entrant, vous vous souvenez, ce continuum, on va basculer entre une bonne et une moins bonne santé mentale. Ça, c'est OK. Quand on commence à aller dans la moins bonne santé mentale et que vous vous souvenez, l'intensité, l'impact et la durée, c'est à partir de là où on commence à avoir des petites lumières rouges, que ce soit pour nous ou pour notre entourage, bien évidemment. Mais ce qu'il faut que je puisse rééclairer aussi, c'est on peut très bien vivre avec un trouble psychique et être en très bonne santé mentale. Et au contraire, on peut ne pas avoir de trouble psychique et être en mauvaise ou en moins bonne santé mentale. Voilà. Là, je pense que c'est important de pouvoir renommer ça.
J'espère que ça va pour l'instant. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Bien évidemment, je vais prendre un temps et on va y revenir. Et n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions. Donc, peut-être qu'on peut se questionner. On continue. Vous voyez, je travaille un petit peu en entonnoir. On descend tranquillement dans notre entonnoir. Comment prendre soin de notre santé mentale? Donc, là, je vais vous proposer des conseils de l'Organisation mondiale de la santé, toujours. Donc, peut-être que certains conseils peuvent nous paraître opportuns, et d'autres non, bien évidemment, en fonction de notre personnalité ou de notre histoire, à chacun et à chacune de trouver, avec bien évidemment son expérience, ce qui préserve le mieux sa santé mentale. Donc là, on est sur des recommandations. Là, c'est des choses qui ont été étudiées scientifiquement et qui sont prouvées vraiment que de pratiquer, alors faire du sport, moi, je mettrais peut-être une nuance, c'est pratiquer une activité physique, que ce soit faire du vélo, marcher, faire du jardinage. Voilà, là, on est en mouvement, et ça a été prouvé scientifiquement qu'une activité physique ou faire du sport va faciliter le rétablissement, ou en tout cas va aider notre santé à être en santé mentale plutôt favorable. Marcher avec vos amis ou avec votre famille. Donc là, on a aussi cette question du lien social. Dormez au moins 8 heures par jour. Bien évidemment, on est tous très différents. Peut-être que 8 heures, ce sera bien trop pour certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de moins. Et ça, c'est OK. Bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit. On est tous différents. Il y a des choses qui vont avoir du sens pour nous et d'autres non. Parler de nos sentiments avec une personne de confiance, bien évidemment, nos sentiments, donc nos émotions. Demander l'aide d'un professionnel si vous le sentez, si vous ressentez ce besoin, je m'excuse. Manger sainement. Donc, manger sainement, c'est plutôt manger équilibré, éviter les excès d'alcool. Vous voyez, voilà, ça, pour certains, ça peut paraître très spontané, c'est OK. Donc, il y en a souvent en atelier qui me disent aussi, voilà, moi, ce qui me fait du bien, c'est aller boire un thé avec une de mes amies. Moi, ce qui me fait du bien, c'est d'aller en forêt. Voilà, on a tous, on sait, on se connaît aussi, et on sait les choses qui peuvent nous faire du bien. Et c'est important de se le redire aussi, ça c'est essentiel. Voilà, sur nos conseils pour une bonne santé mentale. Maintenant, je vais vous présenter les signes auxquels on peut prêter attention. Voilà, que ce soit pour nous. Donc là, c'est les signes les plus fréquents qui peuvent indiquer un problème de santé mentale. Si ce soit nous qu'on puisse ressentir l'un ou plusieurs de ces signes, voilà, à partir du moment où ça devient inhabituel, ou à partir du moment où on sent que c'est quelqu'un de notre entourage, que c'est régulier, que ça se répète, voilà, ça c'est des petits signes auxquels on peut prêter attention pour soi ou pour les autres. Je vous propose qu'on puisse les balayer ensemble. Je les ai pas tous listés, j'ai vraiment mis l'essentiel. Donc perte d'appétit ou au contraire consommation excessive ou inhabituelle de nourriture, difficulté à trouver le sommeil ou au contraire trop de temps passé à dormir. Donc, vous avez vu, on est vraiment sur des extrêmes. Irritabilité, humeur changeante, difficulté à se concentrer ou à trouver de l'intérêt pour ces activités. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, intensité, impact et durée. Voilà, là on est complètement sur l'intensité. Voilà, c'est ça. L'impact, à partir du moment où ça va venir interférer dans nos activités habituelles. La consommation excessive ou inhabituelle d'alcool ou d'autres drogues, bien évidemment. Les médicaments. Le sentiment d'être vidé par ce que disent les autres, de ne plus pouvoir faire confiance à ses proches. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Bien évidemment, là, je l'ai pas noté, mais je trouve essentiel de vous le dire aussi, d'avoir des idées, des envies de mort, des idées suicidaires. Ça aussi, bien évidemment, ça fait partie des signes auxquels prêter attention. Ça peut être formulé en disant vous serez mieux sans moi. Vous voyez, c'est pas des choses qui sont dites de manière ou pas, parce que bien évidemment des fois c'est le cas aussi. Je souhaite mourir. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est les signes auxquels prêter attention. J'espère que c'est assez clair sur tout ça, mais en tout cas, au niveau de l'humeur changeante, souvent j'ai des questions sur ça. On est sur la perte de motivation, le manque d'enthousiasme. C'est vraiment à partir du moment où on est sur des choses qui sont inhabituelles. On va le dire plutôt comme ça si c'est plus clair. Maintenant, je voudrais vous parler d'une formation qui s'appelle la formation au premier secours en santé mentale. Donc en introduction, je vous ai dit que moi j'étais formatrice au premier secours en santé mentale.
Qu'est-ce que c'est que cette formation? J'imagine que parmi vous, derrière vos écrans, on a beaucoup de secouristes en santé physique. Et les secouristes en santé physique, donc vous avez un plan d'action qui est de pouvoir protéger, alerter et secourir une personne. Et là, c'est pareil, il y a une formation pour être secouriste en santé mentale. Ça, c'est une formation citoyenne. C'est une formation donc, qui est ouverte à tous pour mieux repérer et adopter un comportement pour accompagner une personne en souffrance psychique. C'est une formation qui a été créée dans les années 2000 en Australie. Nous, les Français, on a mis un petit peu de temps avant de s'y mettre parce que ça fait que depuis 2019 qu'on développe cette formation en France. Aujourd'hui, on est 25 pays dans le monde à développer cette même formation. Les Allemands sont arrivés après nous, les Suisses sont arrivés après nous. Voilà, c'est une formation qui a un contenu qui a été validé scientifiquement, qui s'appuie sur un consensus d'experts composé d'usagers de santé mentale, des aidants et bien évidemment des cliniciens. Aujourd'hui, cette formation, alors si je vous reprends plutôt les chiffres au 1er septembre, parce qu'ils bougent bien évidemment toujours, les chiffres au 1er septembre, il y a aujourd'hui 6 millions de secouristes dans le monde. En France, nous sommes à 75 000 secouristes. Et nous sommes 1100 formateurs. Voilà, ça permet, des fois les chiffres, on n'est pas tous à l'aise avec les chiffres, mais voilà, les chiffres permettent de parler d'eux-mêmes. Donc, au cours de cette formation, ça va être de revenir donc sur les différentes notions que je vous ai présentées, qui est les troubles psychiques, qu'est-ce que c'est qu'un trouble psychique, mais surtout de comprendre quel comportement adopter, comment je peux aider une personne de mon entourage qui souffre d'un trouble anxieux, d'un trouble dépressif, un trouble lié à l'utilisation de substances. Et il y en a un quatrième dont je vous ai très peu parlé, c'est le trouble psychotique. Donc tout ce qui va être en lien avec la schizophrénie, notamment. Mais là, on est plutôt sur de l'information et pour moi, sur ce temps qui nous est assez court, parce qu'on est sur une formation de 2 jours. Donc 2 fois 7 heures. Donc bien évidemment, vous pensez qu'en 1 heure, je ne peux pas balayer tous ces sujets. Comme je vous le disais, donc au premier secours en santé physique, donc le protéger, alerter, secourir, il y a un plan d'action. Et nous, dans cette formation, on va s'entraîner à développer un plan d'action. Je vous propose qu'on puisse le regarder ensemble. Donc ce plan d'action, c'est d'apprendre. On va travailler sur d'apprendre ou de se conforter avec des savoir-être, des savoir-faire. Bien évidemment, et je pense que c'est important que je puisse vous le redire, c'est que c'est une formation qui ne va pas vous apprendre à poser un diagnostic ou à traiter un trouble psychique. Tout comme la formation au premier secours en santé physique, on va pas vous apprendre à devenir médecin. Là, c'est pareil, on ne veut pas vous apprendre à devenir thérapeute. C'est vraiment une formation pour apprendre à reconnaître si une personne souffre d'un problème, on va parler même comme ça, un problème de santé mentale. Voilà. Et tout ce qu'on va apprendre, c'est de se dire comment on soutient, comment on oriente, comment on ouvre une discussion. Donc voilà, là, le plan d'action, si je vous le présente, c'est aussi de se dire comment on rentre en relation, comment on approche une personne et comment on va évaluer si elle est en crise ou si elle n'est pas en crise. Donc l'approche, c'est de réfléchir et de préparer à la meilleure manière d'échanger, comment on va pouvoir parler de nos préoccupations, donc de lui demander comment elle va, de dire en fait je m'inquiète pour toi. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui vont être vues de manière très concrète. Ensuite, écouter activement et sans jugement. Bon, vous allez me dire très bien, c'est pas incroyable, mais en fait être capable de mettre ces jugements de côté, parce que bien évidemment en fait notre cerveau il est constitué comme ça. Aujourd'hui, on a tous des jugements et c'est une manière dont fonctionne notre cerveau. Donc c'est être en capacité de mettre nos jugements de côté et de pouvoir utiliser nos compétences d'écoute verbale et non verbale, parce que bien évidemment, vous doutez bien que le non verbal va avoir une incidence. Si vous êtes bras croisés, si vous êtes en train de faire autre chose, regardez votre téléphone, bien évidemment, ça peut ne pas être favorisant pour la discussion. Je vous le fais en très rapide, bien évidemment. Ensuite, on va encourager à aller vers des professionnels. Donc là, c'est vraiment de pouvoir identifier une aide pratique, des aides efficaces qui existent, parce que bien évidemment, il y en existe. Plus l'intervention est précoce et plus le rétablissement sera rapide. Donc c'est pour ça qu'on peut inciter la personne qui est en souffrance à aller voir un professionnel.
Et la dernière, c'est renseigner sur les autres ressources disponibles. L'aide des professionnels, elle peut être nécessaire, bien évidemment, mais on peut permettre aussi de diminuer l'anxiété. On peut aussi, bien évidemment, aider la personne à avoir des soutiens, donc tout ce qui va être famille, amis, groupe de pairs. Voilà, il existe aussi d'autres ressources. Ça, c'est notre plan d'action qui n'est pas séquentiel, contrairement à protéger, alerter, secourir, qui est séquentiel. Hein. Bien évidemment, vous n'allez pas alerter avant de protéger. Là, on peut, potentiellement être réconforté avant même d'écouter. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est figé. Voilà, sur ce plan d'action, je vais assez vite, hein, mais j'aimerais vous proposer d'expérimenter. Si vous en êtes d'accord, je voudrais vous parler d'une voisine. On pourrait, c'est un scénario, hein, bien évidemment. L'idée, c'est que je vous parle d'une voisine qui pourrait être la vôtre, qui pourrait être la mienne. Voilà, c'est Juliette. Vous vous entendez très bien avec votre voisine Juliette. Vous aimez toutes les deux, le jardinage et vous pouvez passer des heures à discuter de vos fleurs de part et d'autre de la clôture. Les enfants de Juliette ont le même âge que vos enfants. Vous avez beaucoup de points communs toutes les deux. Et depuis quelques semaines, vous l'avez très peu aperçu. Son jardin n'est plus entretenu comme avant. Vous hésitez à aller taper à sa porte pour voir si tout va bien, mais vous ne savez pas trop comment vous pourriez l'approcher. Un jour, vous finissez par tomber sur elle au supermarché. Elle semble en piteux état, alors qu'elle a d'ordinaire elle est toujours impeccable. Elle a l'air négligée et malheureuse. Elle vous évite quand vous la saluez et en vous disant qu'elle doit vite rentrer chez elle. Voilà, vous voyez une situation qu'on peut être tous amenés à traverser, que ce soit dans notre vie. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la vie personnelle, ça peut être dans la vie professionnelle, bien évidemment. Au cours de cette formation, on va prendre des exemples de manière très concrète par des scénarios. Et l'idée, ça va être de s'exercer à développer notre plan d'action. Donc là, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit précédemment, donc approcher, ça va être de réfléchir à ce stade, est-ce que la bonne idée, c'est d'aller frapper à sa porte? Est-ce que c'est, par exemple, en lui apportant un gâteau si c'est vous aimez cuisiner? Est-ce que c'est de lui rendre un service? Voilà, à quel moment vous pouvez l'approcher? Donc, ça va être de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez lui proposer de l'aide pour entretenir son jardin? Faire une activité ensemble, de lui proposer d'aller marcher. Voilà, donc c'est de réfléchir en amont à quelle approche. Et ensuite, c'est là que vous allez pouvoir évaluer s'il y a des signes de crise évidents. Des fois, c'est évident qu'il y a crise. Des fois, ça ne l'est moins. En tout cas, il faut rester attentif. Sachez que s'il y a crise, c'est toujours les premiers secours en santé physique qui prévaut. En fait, à chaque fois, c'est ça qui prévaut. Et ensuite, d'écouter activement et sans jugement. Donc, on va se concentrer sur ses sentiments et non sur son apparence ou l'état de son jardin, parce que ça risque de la bloquer, ça risque de couper la discussion aussi. Voilà, ça peut être des pistes, en tout cas en termes d'écoute. Sur l'informer, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc là, clairement, on est sur potentiellement une suspicion de dépression, donc des données sur la dépression ainsi que des informations sur les professionnels qui peuvent l'aider. Donc, on va y revenir aussi sur quels professionnels sont disponibles. Mais là, potentiellement, dire, est-ce que tu en as parlé avec ton médecin? Est-ce que tu en as parlé avec ton mari? Enfin, voilà, c'est d'aller explorer avec elle et de l'accompagner sur quelles pistes, comment on pourrait aider Juliette à en discuter avec un professionnel, comment on peut la soutenir aussi de manière concrète. Ça peut être lui proposer de garder ses enfants. Enfin, vous voyez, c'est des choses assez concrètes. Donc là, on était sur le informer, donc l'informer sur l'existant et ensuite aller vers des professionnels, donc consulter un professionnel de santé. Donc, comme je le disais précédemment, le médecin traitant de Juliette, par exemple, voilà, qui pourrait l'aider à aller mieux durant ce passage. Voilà, l'idée, c'est que je vous ai fait de manière très rapidement, j'aurais pu vous remettre ça peut-être sous les yeux, que ce soit plus facile pour vous de reprendre un petit peu le plan d'action parce que j'ai essayé de le suivre. Mais là, c'était pour vous imaginer aussi de manière très concrète comment on peut, quelle posture on peut avoir.
J'aurais pu, comme je vous le disais, prendre un exemple dans une entreprise, de se dire que c'est un de nos collègues qui peut manifester des troubles de l'anxiété, voilà, qui a un changement de comportement. En tout cas, voilà, c'est aussi nous, en tant que citoyens, on peut bien évidemment prêter attention pour nous, hein, bien évidemment, c'est la première des choses, mais ensuite, on peut aussi avoir un regard porté sur notre entourage proche. Bien évidemment, c'est notre famille, nos amis, nos collègues avec qui on est en lien direct, pas forcément dans la rue avec une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne côtoie pas, parce que vous voyez bien que dans ce plan d'action, il y a quand même une relation de confiance qui s'établit. Voilà sur notre petit scénario pour vous illustrer le plan d'action qu'on peut déployer au cours de cette formation au premier secours en santé mentale. À qui en parler? Ça, c'est la question et souvent qu'on nous pose. Si on se sent en difficulté nous-mêmes ou notre entourage, et c'est avec ça qu'on a pu terminer tout à l'heure, quand vous savez, on a fait notre jeu sur les d'accord, pas d'accord, sur les affirmations, en disant que il faut, à partir du moment où il y a une souffrance, il faut pouvoir en parler, il faut essayer d'en parler. Donc, les personnes de confiance, qui sont vos amis, la famille, un collègue, le médecin généraliste, bien évidemment, c'est lui qui sera détecté et qui sera en mesure de reconnaître les symptômes d'un trouble psychique et d'apporter le type d'aide qui convient. Nous, en tant que secouristes, je vous l'ai dit, hein, on n'est pas en mesure de poser un diagnostic, c'est plutôt des petites lumières qui vont venir s'allumer. Il existe bien évidemment des psychologues et des psychiatres. Peut-être la nuance, mais vous le savez, la différence entre un psychologue et un psychiatre. Le psychiatre, c'est un médecin qui est remboursé, un médecin qui est en capacité de prescrire des médicaments, alors que le psychologue, on est sur un accompagnement de l'écoute. Voilà. Aujourd'hui, il y a un dispositif d'État qui prend en charge le soutien de 8 séances. Donc là, c'est un dispositif gouvernemental, ça s'appelle Mon Soutien Psy. Voilà, ça c'est une information qui est importante à donner. Mais on pourra revenir si vous avez des questions sur à qui en parler. Ça, c'est vraiment une personne où vous sentez que ça commence à s'inscrire dans le temps. En tout cas, s'il y a crise, en cas d'urgence immédiate, comme je vous disais, c'est les secours en santé physique qui prévaut toujours. Donc, bien évidemment, le SAMU, le 15, les pompiers, vous connaissez 18, gendarmerie 17, police, gendarmerie. Les lignes d'écoute, s'il y en a une à retenir, c'est le 3114. Le 3114, c'est le numéro national de la prévention du suicide. Si vous êtes vous-même en détresse, ou si c'est une personne qui est de votre entourage, qui a des pensées suicidaires, qui est en difficulté vraiment, vous avez quelqu'un en direct, donc c'est anonyme et gratuit, ce sont des professionnels du soin qui sont formés à la prévention du suicide, qui sont derrière cette ligne d'écoute. Là, c'est aussi pour les personnes qui peuvent venir en aide, parce que si vous, en tant que secouriste, vous assistez une personne en état de crise suicidaire, bien évidemment, c'est très impactant, donc vous avez la possibilité d'en échanger ensuite avec des professionnels. Et même si c'est un professionnel, si même vous, en tant que professionnel, vous avez besoin d'en parler, c'est aussi tout à fait possible. Ensuite, il y a SOS Amitié, peut-être que vous connaissez, Alcool Info Service, Fil Santé Jeune, Allo Enfance en danger. Voilà, je vous en ai mis certains, bien évidemment, en fait, au cours de la formation, c'est que pour chacun des troubles que j'ai pu vous nommer, c'est qu'on puisse venir outiller, identifier, apprendre à reconnaître quelles sont les ressources qui sont disponibles pour un trouble spécifiquement. Et au cours de cette formation, vous serez doté d'un manuel, d'un guide. On vous lâche pas ensuite comme ça dans la nature. L'idée, c'est que voilà, vous puissiez être avec de l'information, d'avoir des ressources aussi écrites. Et voilà, chaque secouriste repart avec son manuel. Voilà, donc là, c'est vraiment les premiers secours en santé mentale France. Donc, c'est eux qui délivrent les formations. Donc, peu importe de quelle région vous êtes, vous pouvez aller taper sur le site Premier Secours en Santé Mentale France pour retrouver les formations qui se retrouvent partout dans toutes les régions de France. Avant de commencer à répondre à toutes vos questions, je voulais vous conseiller aussi un site qui s'appelle Psycom. Psycom, c'est vraiment un puits de ressources en termes de santé mentale. Donc, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations que j'ai pu vous délivrer. Et il existe un petit clip vidéo qui dure 5 minutes. Et mon objectif, c'était pas de vous le montrer maintenant, mais si vous souhaitez de pouvoir le
le regarder. Et en fait, là, on est vraiment sur comprendre la santé mentale avec l'image d'un cosmos mental, donc de pouvoir voir tout ce qui va être les les comètes, ça va être tout ce qui va venir interférer dans notre parcours et dans notre cosmos. En tout cas, c'est une très belle vidéo que je vous recommande vivement. Avant de passer à vos questions, ce n'est pas une phrase par hasard que je mets ici. Merci de votre participation et surtout prenez soin de vous parce que en tant que futur secouriste ou secouriste, il est essentiel de prendre soin de soi, mais même au quotidien, et vous l'avez bien entendu au début de mon intervention, de pouvoir prendre soin de soi, de s'écouter. Et c'est pas quelque chose de négatif parce qu'on est souvent dans les représentations qu'on a, de se dire il faut pas trop s'écouter, il faut avancer. Oui, mais aussi c'est très important de pouvoir régulièrement, comme je vous l'ai fait au début de cette intervention, de pouvoir se poser la question comment je vais. Et oui, ça fait un moment quand même que ça dure ou que je ressens telle chose ou que j'ai moins envie de faire ça. Et voilà. Et bien évidemment, c'est normal qu'on puisse tous traverser des choses qui soient plus difficiles. Donc, on a tous une santé mentale et c'est essentiel qu'on puisse en prendre soin. Donc voilà, je vous invite à le faire, prendre soin de vous. Voilà. En tout cas, sur ma présentation, vous voyez, ça a été assez rapide. Je sais que ça peut susciter un certain nombre de questions. Je vais arrêter de partager mon diaporama. Je vais commencer à lire vos questions parce que j'ai vu au fur et à mesure que ça clignotait qu'il y en avait beaucoup. Peut-être de rappeler, parce que j'ai vu que cette question revenait de manière très régulière, Uneo va vous proposer donc à la suite de ce temps le replay, parce que j'ai vu que c'est une question qui revenait très souvent. Le replay sera à disposition sur la chaîne YouTube de Uneo et vous serez bien évidemment informé quand celui-ci sera disponible. Alors, peut-être que je vais remettre les numéros d'urgence. Une personne me dit, j'ai pas eu le temps de mémoriser les numéros d'appel. Donc, je vous propose de vous les rafficher. Hop, comme ça, je vais pouvoir répondre aux questions en même temps. Je vais vous reproposer le temps de faire ma petite manipulation. Hop. Pardon. Alors, les numéros d'urgence, surtout celui, donc je vous le dis en même temps, je suis désolée, je regarde mon autre écran pour pouvoir le mettre en même temps. Le numéro qui est à retenir, c'est le 3114. Vraiment, c'est le numéro de prévention du suicide. C'est celui qu'il faut vraiment retenir. Je pense que vous voyez maintenant mon écran. Hop, je vais vous le mettre en plein écran. Non, j'ai pas bien fait. Hop, et voilà, j'ai la mauvaise manipulation. Je suis désolée, ça c'est les petits soucis techniques en même temps. Hop, normalement, c'est tout bon pour vous. Vous allez les voir apparaître sur votre écran. Donc voilà, comme je vous disais, numéro d'urgence 3114. Et ensuite, vous avez différentes lignes d'écoute qui sont anonymes et gratuites. Donc voilà, n'hésitez pas hop, allez, c'est bon, j'espère que mon écran n'a pas l'air du tout d'accord à repartager. Donc, j'espère que vous les avez notés. 3114, SOS Amitié, Alcool Info Service, Fil Santé Jeune. Voilà, ça, c'était pour répondre à votre question concernant les numéros d'urgence. Je continue à balayer vos questions. Alors, merci pour votre présence. Pouvez-vous nous transmettre de nouveau le lien vers la formation? Donc là, je vous invite tout simplement à taper sur Internet, sur votre moteur de recherche, Premier secours en santé mentale France. Et là, vous retrouverez toutes les formations qui sont disponibles en France, dans le plus près de votre région. Voilà. Et c'est vraiment, vu que c'est une formation française, nationale, c'est vraiment, vous retrouverez la même formation que vous soyez en Pays de Loire, que vous soyez en Bretagne, que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est vraiment une formation qui est standardisée, si je peux le dire comme ça. Alors, il y a une petite attention qui est portée sur mon soutien psy. On me dit qui rembourse seulement 20 € par séance. Très peu de bons psychologues sont conventionnés. Alors, je ne sais pas si je peux, moi, me permettre de dire de très bons psychologues. En tout cas, je partage votre avis. Il y a peu. Tous les psychologues ne rentrent pas dans le dispositif. C'est certains qui choisissent de rentrer dans ce dispositif-là.
Donc, malheureusement, bien évidemment, en fonction de vos territoires, il y a une répartition, vous le savez aussi bien que moi, il y a certains territoires qui sont beaucoup moins dotés que d'autres. Et donc, sur certaines régions et sur certains territoires, c'est plus difficile de trouver du soutien psychologique. Voilà concernant la question. J'avais une question. Le caractère d'une personne peut-elle jouer sur les troubles psychologiques? Alors, je ne sais pas si c'est psychologique ou psychique dont vous pourriez parler, en termes de caractère de personne. Donc, aujourd'hui, quand on parle de troubles psychiques, il peut avoir une vulnérabilité. On est plus vulnérable, c'est-à-dire on peut être plus sensible à avoir ou à être traversé par un trouble psychique, mais notre caractère, notre personnalité peut jouer, d'avoir une sensibilité, mais moi je parlerais plutôt de vulnérabilité. Donc, ça peut avoir incidence sur un trouble psychique, peut-être pas psychologique. Voilà, pour répondre à cette question. Je balaye en même temps parce que vous avez il y a de nombreuses questions et j'espère ne pas passer à côté de toutes vos questions. Il y a des recommandations. On a une personne qui nous donne une ressource, recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l'HAS, base de données médicales pour la notion de médicament. Très bien, merci Madame Vacher pour cette proposition et ce conseil. Cette formation est-elle prévue au plan de formation d'entreprise? Sinon, est-elle prise en charge par le CPF? Donc oui, bien évidemment, c'est une formation qui est prise en charge par votre entreprise, donc ce qu'on appelle par les OPCO, hein, c'est vraiment sur le plan de formation. Oui, pour votre première question, et non pour la seconde. C'est pas une formation qui est prise en charge par le CPF. Aujourd'hui, si c'est en dehors de l'entreprise aussi, il existe donc l'Agence régionale de santé finance des places dans certaines régions, dans certains endroits, pour que les personnes puissent participer à cette formation gracieusement. En fait, c'est un financement d'État. En tout cas, sachez que vous pouvez faire la demande auprès de votre entreprise pour qu'elle puisse s'inscrire au plan de formation pour répondre à votre question. J'ai une question, le bipolaire, donc moi je dirais plutôt une personne qui souffre d'un trouble bipolaire, voilà, parce que c'est vrai que le bipolaire, ça peut contribuer aussi à mettre une étiquette, comme dire le schizophrène, donc une personne qui souffre de bipolarité. Oui, c'est un trouble psychique, donc pas psychologique, mais un trouble psychique, et il rentre dans les troubles dépressifs. Voilà. Et ça, le trouble bipolaire, c'est un trouble qui va être abordé et qui va être défini au cours de cette formation premier secours en santé mentale. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de représentations aussi sur les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, mais en tout cas, oui, c'est un trouble psychique, pour répondre à votre question. J'ai une question, est-ce que c'est la même chose que la formation PSP, premier secours physique de la Croix-Rouge? Non, ce n'est pas la même chose. Premier secours en santé mentale, donc peut-être que la Croix-Rouge est aussi la délivre également, mais en tout cas, ce n'est pas la même chose que la formation PSP qui est secouriste psy. Pour être très sincère, PSP, je vais regarder, mais ce n'est pas une formation que je ne connaissais. En tout cas, ce n'est pas la même formation, ça c'est une certitude, pour répondre à votre question. On nous dit vérifier avant tout qu'il n'y ait pas de problématiques somatiques sous-jacentes, là, une trouble du sommeil. Oui, bien évidemment, avant de rentrer sur un diagnostic de trouble psychique, bien évidemment, et c'est pour cette raison que l'idée, c'est de conseiller de manière plus rapide et plus spontanée d'aller voir un professionnel de santé, parce que c'est lui qui sera en mesure de vérifier, comme vous le dites, hein, s'il n'y a pas si c'est le corps qui parle. Souvent, c'est une question qui revient sur la question de la somatisation, mais en tout cas, oui, merci en tout cas pour votre proposition, c'est très juste. Il y a des personnes qui nous disent avoir demandé la formation et pas pouvoir le faire. Peut-être oui, entre vous, peut-être que vous êtes nombreux à nous écouter. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà secouristes? Alors, il y a une question qui revient très souvent. Merci. À partir de combien de temps doit-on s'inquiéter?
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez sur la définition d'un trouble psychique, c'est l'intensité, l'impact et la durée. La durée, à partir du moment où l'intensité et l'impact sont présents depuis plus de 15 jours, c'est là où on a des petites lumières rouges qui s'allument. Vraiment, à partir du moment où ça commence à s'installer depuis plus de 15 jours, parce que comme je vous l'ai dit, hein, plus on réagira rapidement, plus le rétablissement et la prise en charge sera rapide. Rapide, pas plus facile, mais plus rapide. Voilà, pour répondre à votre question, on parle de 15 jours. On me dit, en fait, les conseils pour une bonne santé mentale tournent autour d'une bonne hygiène de vie et relationnelle. Exactement. Et c'est notre santé de manière générale. Vous avez tout compris. C'est vraiment ça. De prendre soin de notre santé mentale, c'est prendre soin de notre hygiène, de notre vie. Bien évidemment, c'est de se faire plaisir. C'est prendre soin de soi, mais notre hygiène alimentaire, le sommeil, l'activité physique, relationnelle, oui, vous avez tout compris. Votre message est très pertinent. On me dit, quid de la vie sociale, associative en particulier. Donc ça, j'imagine que c'est quand j'ai abordé peut-être la partie aussi sur la partie relationnelle. Enfin, peut-être quand je vous ai montré prendre soin de sa santé mentale. C'est vrai que ça n'était pas noté, c'est très juste, toute la question sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur l'image, il y avait quand même la partie aller marcher ou parler de vos sentiments avec des personnes de confiance. Donc bien évidemment, ça rentre dans la vie sociale, la vie associative. Bien évidemment, ça c'est tout à fait juste. Et on le précise. Je continue à lire vos questions et puis il y en a qui doublent, donc c'est pour ça que je me permets de prendre ces quelques petits instants pour pouvoir balayer toutes les questions. On me dit bonjour, pour l'hospitalisation ou pas, tout dépend de la gravité des problèmes psychiatriques, c'est bien ça. J'ai eu ce problème dans ma famille. La gravité, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'était peut-être pas une question, mais plutôt un partage bien évidemment, il y a des stades. Bien évidemment, il y a certaines fois où il doit avoir hospitalisation et d'autres non. La gravité. Donc, ça veut dire aussi depuis combien de temps le trouble est établi. Ça, on n'en a pas discuté, mais en moyenne, tout à l'heure, il y a un monsieur qui posait une question sur un trouble de bipolarité. En moyenne, il faut savoir que c'est 8 ans avant d'avoir un diagnostic établi sur le trouble bipolaire. Donc, ça peut être long, mais c'est pour ça que plus vite ce sera pris en charge et moins on sera sur de la gravité, si je peux le dire comme ça, et ça reprend ce qui a pu être partagé. Alors, donc il y a c'est aussi des partages. Merci de parler de l'ETP, donc qui est l'éducation thérapeutique du patient et de la réhabilitation psychosociale qui met en avant le rétablissement. Et ben merci à vous de le souligner. Vous êtes très nombreux. J'espère que je vais répondre au plus de questions parce qu'il y a énormément de questions. Bonjour. Un ami très proche vient de faire un AVC avec côté gauche paralysé et perte de la parole. Comment réagir avec elle et son entourage? Donc, l'AVC n'est pas un trouble psychique, c'est vraiment une problématique de santé globale, de santé cardiaque. Comment réagir? Donc là, on est plutôt en termes de soutien. Je pense que votre question, elle est plutôt là. Comment réagir avec l'entourage? La chose, et si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a pu se dire sur notre plan d'action, ça va être d'être attentif. Comment va cette personne, comment va l'entourage aussi, bien évidemment. Donc, de pouvoir manifester sa présence, de dire que vous êtes là, de pouvoir proposer des choses qui peuvent paraître tout simples. Vous vous souvenez tout à l'heure de Juliette, notre voisine, de dire est-ce que je peux emmener tes enfants à l'école? Est-ce que je peux aller faire les courses? D'apporter du soutien physique et moral. Voilà, ça peut être de cette manière-là. Mais alors, votre question n'est peut-être pas assez précise sur comment
réagir avec elle et son entourage. Voilà. Mais en tout cas, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être présent, de le questionner, de demander des nouvelles, de pouvoir être présent et dire que vous êtes là. Parce que finalement, souvent, les personnes qui sont en souffrance ou vivent un mal-être ne veulent pas déranger, ne veulent pas, elles se disent, bah, elle a bien assez de problèmes, elle a pas le temps d'échanger avec moi. Non. Et de fait de le dire, ça peut être aussi très soutenant. Voilà. En tout cas, la réponse que je pourrais vous apporter. J'ai une question qui me dit critères cumulatifs. Très juste. Alors, je pense que c'est par rapport à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure sur les troubles psycho c'est pas les troubles psychotiques, c'est les troubles psychiques, parce que les troubles psychotiques, on n'en a pas parlé. Mais bien évidemment, en fait, il y a vraiment une comorbidité, ce qu'on appelle, où on peut souffrir d'un trouble dépressif et d'un trouble lié à l'utilisation de substances. D'ailleurs, c'est très régulier. Au niveau des chiffres, si je vous redonne, on a dit que les troubles dépressifs, c'est 6,9%. Et c'est dont 3,4 avec donc une corrélation de souffrance de troubles liés à l'utilisation de substances. Donc vous voyez, c'est très souvent donc de la comorbidité. Donc oui, c'est cumulatif. Si ça répond, en tout cas, votre question, j'imagine, je l'interprète de cette manière, donc j'espère que j'y réponds. Ça, c'est un problème technique. On dit santé morale et psychique, donc ça c'était pour répondre. Tout à l'heure c'était quand vous participiez parce qu'en fait je remonte au fur et à mesure. Alors l'enregistrement vidéo, donc je redescends les questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre. N'hésitez pas, alors ça j'ai répondu. Je vais revenir jusqu'en bas, comme ça je vais reprendre les questions parce qu'au fur et à mesure les questions arrivent. On a des liens qui nous ont été partagés, donc c'est super. Vous partagez des informations en même temps, c'est très bien. Peut-être pour les personnes qui ont proposé des soutiens, on a des propositions, on a des. Alors ça, je vais peut-être vous laisser les lire. Quelle différence entre psychique et psychologique? C'est ça la question? La différence entre psychique et psychologique, c'est une très bonne question. Donc les troubles psychiques, là, vous avez bien vu ce que j'ai pu vous dire, c'est tout ce qui va être en lien avec notre intensité, impact, durée. Ça, c'est vraiment notre définition de ce que c'est qu'un trouble psychique. Et nos troubles psychologiques, en fait, c'est la même chose, tout simplement. C'est vrai qu'on est sur deux choses différentes, on aurait pu dire. Et d'ailleurs, vous vous souvenez quand je vous ai dit comment on pourrait appeler ça dans l'univers commun quand on dit un trouble psychique, on peut très bien se dire, et souvent c'est ce qu'on entend, maladie mentale, maladie psy. Et en fait, c'est la même chose. Et souvent, vous savez aussi, les hôpitaux psychiatriques traitent clairement des troubles psychiques. Donc, vous voyez, en fait, c'est une sémantique pour être très, très simple, en tout cas, dans ma réponse. La formation ouvre-t-elle la possibilité d'intervenir en prestation externe en entreprise pour sensibiliser les collaborateurs? C'est une très bonne question. En fait, la formation au premier secours en santé mentale. Donc, vous avez bien vu, on est une communauté de secouristes et ensuite, ce sont les secouristes qui deviennent formateurs, bien évidemment, avec une expérience, avec une expertise, avec un passé qui fait que vous êtes en capacité d'animer un groupe et que vous avez des connaissances aussi pour devenir formateur. Donc, je ne sais pas si c'est la formation en elle-même par rapport à votre question, parce que votre question, c'est la formation ouvre-t-elle la possibilité d'intervenir en prestation externe en entreprise? En tout cas, oui, la formation peut être faite en externe dans une entreprise et après, vous pouvez même vous devenir formateur pour délivrer la formation pour les collaborateurs. Donc, j'espère répondre à votre question. En tout cas, c'est tout à fait possible. On a des personnes qui nous fait des partages. Donc, peut-être ce n'est pas des questions, donc ça, je peux vous laisser les lire. L'hypersensibilité est-elle un trouble? Se soigne-t-elle? L'hypersensibilité ne fait pas partie des... Alors,
peut-être que c'est un trouble. En tout cas, ce n'est pas un trouble psychique. Ça, c'est sûr. L'hypersensibilité, pas un trouble psychique. Elle se soigne. Peut-être que elle se rétablit, hein, peut-être aussi en mettant en place un certain nombre de choses au quotidien qui peuvent être aidantes, comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation thérapeutique du patient. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, non, ça ne fait pas partie des troubles psychiques. Il y a beaucoup, donc peut-être que ce qui n'est pas question, je vais peut-être pas les reprendre pour que on puisse avoir le temps, surtout qu'il est déjà 14h01. Donc, je vais peut-être prendre une dernière question. La dernière question, les conditions de vie, notamment l'isolement, la perte de vie sociale parfois, ou au contraire, la suractivité peuvent-elles constituer, un terreau très favorable à des troubles de santé mentale. Donc là, vous parlez plutôt de l'environnement, les conditions de vie, notamment l'isolement. Oui, bien évidemment, ça crée une vulnérabilité. Donc bien évidemment, c'est un terreau, comme vous le dites, c'est très bien dit en plus, un terreau favorable. En tout cas, ça va venir créer une vulnérabilité à développer des troubles de santé mentale. Exactement. J'avais reçu aussi beaucoup de questions. Je suis navrée, hein, parce que là, déjà, il est 14h. On a déjà passé beaucoup de temps à répondre aux questions. Vous avez énormément de questions. Je vous remercie, en tout cas, de les avoir partagées. Peut-être qu'il y en a certaines auxquelles je pourrais répondre par écrit et je renverrai à la mutuelle pour qu'ils puissent avoir des réponses à vos questions. J'avais reçu une question aussi sur la différence entre la santé mentale avant le Covid et maintenant, et ça c'est une question qui revient très souvent pour savoir si elle a été dégradée ou pas. Et en effet, la chose qui est positive, et j'ai envie de vous le dire aujourd'hui, c'est que il y a une amélioration en termes de niveau des pensées suicidaires. Donc il y a un pourcentage qui s'est réduit de 2 points. Par contre, tout ce qui va être en lien avec les troubles dépressifs et de l'anxiété, là, ça a nettement augmenté. Donc, oui, complètement, ça a dégradé. C'est une personne qui m'avait écrit par mail et je m'étais engagée à y répondre. Donc, voilà, je suis navrée. On peut pas répondre à toutes les questions. Je resterai bien un peu plus longtemps avec vous. En tout cas, pour toutes les questions, je vais formuler des réponses que j'enverrai à votre mutuelle. Le replay sera disponible. Sachez que à la fin de ce temps, vous allez pouvoir, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir et l'idée c'est que vous puissiez répondre à ce questionnaire de satisfaction. C'est très important pour votre mutuelle, c'est important pour moi d'avoir vos retours. Voilà, l'idée c'est que ça prend 2-3 petites minutes, c'est anonyme, voilà, c'est très rapide. Ça permet à la mutuelle aussi de savoir si vous souhaitez avoir d'autres interventions et sur quel sujet. Moi, ça me permet aussi d'avoir un retour s'il y avait des choses à améliorer, à faire différemment. En tout cas, sachez que voilà, c'est précieux pour nous. C'est vraiment essentiel si vous voulez bien prendre ces 2-3 petites minutes. En tout cas, Unéo et moi-même vous souhaitons une très bonne après-midi. Merci pour votre participation. Merci de vous intéresser à ce sujet. Et plus on sera nombreux, plus on en parlera et moins ce sera un sujet tabou. Donc, merci à vous infiniment. Un très bon week-end parce qu'on arrive déjà vendredi. À très bientôt. Merci à tous et je prends soin et de répondre à vos questions. Merci à vous de prendre quelques petits instants à répondre au questionnaire. Très bonne suite. Au revoir.